Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence hybride du CAREP, dans laquelle nous allons voyager ce soir dans un pays qui a été pendant très longtemps qualifié de Suisse du Moyen-Orient. Vous l'aurez donc compris, je parle ici bien évidemment du Liban. Depuis l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, le Liban a amorcé une lente descente aux enfers, une économie qui s'effondre, une classe politique qui ne veut pas changer de cap, une population qui préfère partir que de rester, un pays, bref, au bord de l'implosion. Dans cette situation, il est bien évidemment possible d'analyser cette crise par le biais de l'impact qu'a cette situation sur la société libanaise ou bien par le changement qu'elle est capable, en tant que fait historique et politique, d'induire sur le plan national et international. On peut aussi, d'un point de vue phénoménologique, tenter de saisir cet événement par le sens qu'il a pour une communauté donnée, par la manière dont il est reçu, par son interprétation, les attitudes qu'il suscite et sa signification, bien évidemment, dans le cours de l'histoire en train de se faire, pour prendre ici les paroles de Joseph Maillard. C'est cette deuxième approche que je viens de vous lire, qu'a choisi notre invité ce soir, donc Ryan Haddad. Bonsoir à toi, Ryan, et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Isabelle, merci au CAREP de m'avoir invité. Je te présenterai rapidement. Donc, Ryan, tu es docteur en sciences politiques et tu es membre de l'Association française en sciences politiques et aussi membre du chercheur sur le Moyen-Orient, du Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient, donc le CCMO. Tes thèmes de recherche portent notamment sur la structuration de crises exogènes en enjeux de société interne, et ça notamment au Liban, et tu t'intéresses également aux impacts régionaux de la crise syrienne et aux politiques du Hezbollah. Donc, encore une fois, un grand merci à toi d'être venu ce soir pour partager avec nous ton regard, donc ce nouveau regard sur la situation libanaise, que plus d'un chercheur a érigé en exception, en quelque sorte, que la situation libanaise n'est pas si exceptionnelle que cela, dès lors qu'on change un peu d'angle d'approche, et qu'on s'éloigne un tout petit peu de celui qui est classique entre politique interne et externe. C'est ce que tu as démontré avec brio dans ta thèse, et cette thèse a donné donc naissance à ce livre que je vous montre ici et que tu es venu donc présenter ce soir, dont le titre est Regard libanais sur la turbulence du monde chez l'Harmattan, publié donc en 2018. Pour commencer le débat de ce soir, j'aimerais peut-être que tu nous dis très brièvement comment tu es venu à t'intéresser à ce sujet en particulier et surtout pourquoi as-tu décidé d'étudier la dialectique entre crise externe et crise libanaise? Alors, le début de cette aventure est très particulière parce que j'étais en 2001 étudiant en sciences politiques à Sciences Po Paris et j'étais en train de chercher au fait un sujet qui pouvait plaire à mon directeur de master et ce n'était pas très évident donc, de trouver un sujet satisfaisant. Donc cela a aiguisé ma réflexion sur le sujet et je me suis souvenu à l'époque d'un article qu'avait publié une journaliste libanaise qui s'appelle Chantal Raïs et elle avait publié cet article dans le Mulha al-Nahar, qui est le supplément hebdomadaire culturel du quotidien libanais de référence. Elle avait publié cet article en 1999 et cet article portait sur les dissensions entre milieux identitaires sunnites et orthodoxes au Liban quant à leur réception de la guerre du Kosovo. Et donc, j'ai trouvé que c'était une thématique assez intéressante à développer dans un sujet de mémoire de master. Et donc, par la suite, comme j'ai voulu continuer en doctorat, toujours à Sciences Po, mais cette fois sous la direction de Bertrand Badi, j'ai décidé d'élargir le sujet donc, pour inclure des crises exogènes qui ne concernaient pas seulement le Kosovo, mais aussi le 11 septembre, la guerre d'Irak, avant la guerre d'Irak, donc le 11 septembre, la guerre d'Afghanistan et puis la guerre d'Irak. Et j'ai étudié comment ces crises se structuraient en enjeux de société interne au Liban, essentiellement à travers un filtre identitaire. Et donc, effectivement, tu ouvres ton livre avec une citation de Didier Bigot, qui était donc
ton superviseur master. de master, voilà. Et Didier Bigot, il parle effectivement beaucoup du processus que l'on appelle en son temps la balkanisation et qui deviendra donc un peu plus tard la libanisation et qui affecte, selon lui, les formes contemporaines de conflits et modifie ce que l'on appelait auparavant les guerres civiles. Alors, on sent très bien dans ton livre que ce terme libanisation t'a donné pas mal de fil à retordre. Tu poses effectivement la question si cette libanisation serait seulement liée à un contexte anomique local ou si elle peut revêtir d'un autre visage. Alors pourquoi es-tu parti de ce concept qui, selon toi, et tu l'évoques dans ton livre, est à revisiter? Quelles sont, selon toi, les limites aussi de cette approche-là de la libanisation? Mon livre, en fait, part d'un étonnement et d'un constat paradoxal qu'on peut faire sur le concept de libanisation. C'est un concept qui s'est universalisé au moment même où le Liban sortait de la guerre civile. Donc déjà, il y avait un certain paradoxe à ce sujet, c'est-à-dire on a commencé à parler vraiment de libanisation après la chute du mur, donc après la fin de la guerre froide. Et c'est à ce moment-là que le concept, bon, c'est universalisé, comme je viens de le dire. Alors qu'au Liban, pendant ce temps, on s'est désintéressé des mutations que pouvait avoir ce concept au Liban même. C'est comme si une grande majorité d'observateurs au Liban ne s'intéressaient plus tout simplement à la libanisation parce qu'elle ne les concernait plus directement. Et donc cela m'a un peu interpellé et j'ai pensé que ce serait qu'il serait intéressant d'examiner non pas la propagation du concept de libanisation dans le monde entier, mais de voir comment il a pu muter au Liban même. Et donc, c'est comme ça, au fait, que je me suis intéressé aux réceptions de crises exogènes dans l'espace public libanais, pour justement, à travers cet angle-là, étudier les évolutions que pouvait avoir la libanisation au Liban même. Et donc, ce qu'on voit aussi dans ta réflexion, un peu le leitmotiv qui sous-tend ta réflexion dans le livre, c'est justement de dire que il faut une approche transversale à l'espace libanais, qu'on peut pas analyser le Liban que dans la dialectique, on va dire un peu classique, entre le national et puis l'international, qu'il faut sortir justement de ce schéma de pensée qui pense le politique de manière territorialisée, si j'ose dire. Et on le voit très bien parce que tu dis que finalement, il s'agit en réalité d'un brassage dans lequel l'approche géographique du territoire, donc pardonnez-moi de l'anglicisme, mais on peut parler ici de landscape, se trouve confrontée à ce que je vais appeler ici dans ma question le mindscape, c'est-à-dire tout ce qui renvoie finalement aux structures de pensée, aux structures de sens que les acteurs vont donner aux événements qui les entourent et par lesquels finalement ils interprètent aussi ces événements. Donc pourquoi as-tu choisi cette approche-là, en fait, une approche qu'on peut classifier probablement de sémiologique presque, pour analyser cette crise libanaise, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout évident à saisir. Comment as-tu fait pour mettre justement en évidence ces mindscapes des acteurs que tu as choisi d'étudier? Oui. Au fait, avec la révolution le progrès des moyens de communication, le progrès technologique extraordinaire des moyens de communication, on ne peut plus vraiment faire de distinction entre... je veux dire, il y a une abolition des frontières pour ce qui est des imaginaires locaux. C'est-à-dire que les imaginaires ne sont plus confinés à un cadre national. Les imaginaires peuvent s'étendre à l'échelle de la planète dans son ensemble. Et c'est quelque chose qui explique très bien James Rosenau et Bertrand Badi dans leurs ouvrages. Et ça a des implications énormes en termes d'examen des politiques étrangères ou alors des examens des articulations entre dynamique interne et externe dans le monde. À partir de là, il devient très intéressant d'étudier Et là, on est en plein dans la mondialisation, en fait. On est dans un monde d'interdépendance où
Si quelque chose se passe au Kosovo, cela peut affecter le Liban. Si quelque chose se passe à New York, cela peut affecter le Liban. Et comme cela peut affecter tout point au monde, dans le monde. À partir de là, on ne peut plus limiter l'étude disons, de la politique étrangère aux dynamiques proprement locales d'un pays. Il faut vraiment étendre l'échelle d'analyse, je dirais presque au monde entier, puisque tout est interconnecté, interlié. Et donc, pour parler de mon sujet précisément, l'étude de l'impact, des perceptions que peuvent avoir des acteurs identitaires libanais de crises exogènes avait un effet révélateur sur la crise libanaise en tant que telle. Donc, à partir de là, il est très intéressant d'étudier l'impact de ces crises parce qu'elles avaient une capacité révélatrice de dynamique proprement libanaise. Et en quelque sorte, les acteurs identitaires concernés faisaient ce que le psychanalyste Boris Cyrulnik appelle des autobiographies à la troisième personne. C'est-à-dire que à travers leur perception de la guerre des autres ou bien des crises des autres, ils étaient au fait en train de parler de leur propre situation contextuelle au Liban, et sans le savoir. Et du coup, c'était très intéressant d'étudier leur perception pour mieux comprendre au fait les dynamiques proprement libano-libanaises. Peut-être très rapidement, qu'est-ce que tu entends par acteur identitaire pour que tout le monde ici et aussi celles et ceux qui nous suivent sur Zoom comprennent bien en fait ton approche sur ce sujet? Oui, alors on peut dire acteur identitaire ou bien entrepreneur identitaire pour reprendre une formule de Bertrand Badi. C'est en gros les acteurs qui ont un positionnement, on va dire communautaire ou confessionnel dans un espace public, dans un espace particulier, comme dans l'espace public libanais. Alors, dans mon cas, ça pouvait être des dignitaires religieux ou bien des intellectuels qui ont des allégeances identitaires affichées. Enfin, ça pouvait aller très loin, mais en tout cas, il fallait qu'ils aient un positionnement institutionnel, communautaire ou identitaire revendiqué. Et donc, dans ton livre, tu l'as dit en introduction, tu t'es focalisé en particulier sur 4 crises exogènes. Donc, à la fois le Kosovo, le 11 septembre, la guerre d'Afghanistan et puis ensuite aussi l'Irak. Bon, la question qui s'impose presque, c'est pourquoi en fait ces 4 crises plutôt que d'autres? Pourquoi le Kosovo et non pas la question palestinienne, par exemple? Enfin, il y en a plein d'autres qu'on aurait pu utiliser. Donc pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ces 4 crises-là? Bien sûr. Bon, j'avais déjà dit que il y avait un article inspirant d'une journaliste libanaise qui avait écrit sur le Kosovo. Du coup, c'est ce qui m'a lancé sur le Kosovo. Mais il faut aussi parler de la conjoncture, enfin dans laquelle j'avais commencé cette écriture. C'était donc en 2001. C'était pas très loin de la guerre du Kosovo. La guerre du Kosovo à l'époque, c'était un peu comme la guerre d'Ukraine aujourd'hui. Donc c'était une guerre qui était très importante. Dans l'analyse des relations internationales. Donc pour moi, s'il y avait une captation au Liban de la guerre du Kosovo, ça devenait intéressant pour moi de l'étudier. Et pour la suite, je dirais que banalement, il y a un aspect chronologique, c'est-à-dire que les événements se sont enchaînés. Il y a de grandes crises internationales qui se sont enchaînées à la suite de la guerre du Kosovo. Donc le 11 septembre, une fois qu'il y a eu ces attentats, je voyais mal comment on pouvait ne pas les intégrer dans la recherche que je voulais faire, parce que non seulement c'est des attentats qui ont eu un retentissement international, planétaire, mais par rapport à un pays comme le Liban qui se positionne un peu sur la carte du monde en se revendiquant comme un laboratoire du dialogue interculturel ou bien du dialogue entre les cultures, ça se voyait tout de suite que la réception du 11 septembre allait être intéressante à analyser au Liban,
parce qu'il y avait justement à ce moment-là un risque de lecture des conflits de manière géoculturalisée ou bien avec un danger de basculement dans des lectures du genre choc des civilisations. Donc, c'était intéressant de voir au Liban comment on percevait le 11 septembre. Et puis, après le 11 septembre, il y a bien sûr la guerre d'Afghanistan qui s'en est suivie. Et une fois que cette guerre s'est enclenchée, il était très difficile de séparer les réceptions libanaises du 11 septembre de celles d'Afghanistan, parce que c'était, comme je viens de dire, c'était vraiment des crises qui s'enchaînaient, je dirais presque mécaniquement. Et à la suite de la guerre d'Afghanistan, il y a eu bien sûr la guerre d'Irak, et qui, pour moi, était incontournable à inclure. Enfin, c'est une guerre qui ne pouvait pas ne pas être inclue dans une telle recherche, parce que tout simplement, la guerre d'Irak a eu un impact majeur au Moyen-Orient. Donc, et si on étudie les réceptions libanaises de la guerre du Kosovo, on ne peut pas faire l'économie d'une étude des réceptions libanaises de la guerre d'Irak qui a affecté beaucoup plus le Liban que le Kosovo. Alors, c'est très pertinent de me demander pourquoi je n'ai pas traité la question palestinienne. C'est tout à fait légitime de poser cette question, bien entendu. Je me suis moi-même posé cette question pendant un moment assez, disons, pendant assez longtemps. Au début, je me suis dit que c'était très difficile d'inclure l'étude des perceptions libanaises du conflit israélo-palestinien, parce que c'est un conflit qui s'étendait, on va dire, pendant presque un siècle. Donc, c'était très difficile de mettre le curseur à un moment et de se dire c'est à partir de là que je vais commencer l'étude des réceptions libanaises du conflit israélo-palestinien. Donc, c'est ce qui m'a poussé au départ à un peu écarter Donc, c'est ce qui m'a... Excusez-nous pour cette interlude. Voilà, je pense que c'est réglé. On est passé sur les baffles, mais je pense que c'est réglé. Et donc, la deuxième raison qui m'a poussé au fait à ne pas inclure ce conflit dans les 4 crises retenues à la base, c'est vraiment parce que je me suis rendu compte au fait, au fur et à mesure que j'étudiais les réceptions libanaises de la crise du Kosovo, du 11 septembre, de la guerre d'Afghanistan et de la guerre d'Irak, je me suis rendu compte que les acteurs identitaires libanais, dans le cadre de leur réception de ces crises-là, étaient affectés au niveau de leur perception par le conflit israélo-palestinien et par les perceptions qu'ils avaient de la question palestinienne. Donc, à partir de là, j'ai pu réinclure la question palestinienne dans mon sujet. Donc, tout à l'heure, on a parlé de qu'est-ce qu'est un acteur identitaire. Donc, tu as dit qu'effectivement, tu t'es concentré pas mal sur les dignitaires et les jeux. On va revenir sur ce sujet un peu plus tard. Mais il y a effectivement aussi quelques intellectuels que tu cites dans ton livre et dans ta recherche, dont notamment Tarek Mitri, que tu cites à plusieurs reprises, notamment à la page 30. Il t'a un peu inspiré, j'oserais dire presque un peu à la même hauteur que l'article de Chantal Reyes, puisque lui aussi, il a publié un article en avril 2000 qui s'est intitulé « Les conflits lointains et les relations de proximité », dans lequel il dit, je cite, « Il ne faut pas sous-estimer l'impact que laissent nos perceptions des conflits dans d'autres parties du monde sur nos divergences locales. En réalité, ces conflits confessionnels n'allument pas un feu chez nous, mais ajoutent de l'huile sur le feu déjà allumé. » Donc, comment ces conflits, parce que ça peut apparaître assez abstrait en fait, qu'on n'a pas vraiment travaillé ce sujet, comment ces conflits lointains peuvent finalement connaître des effets que tu appelles de vernacularisation et de domestication au Liban. Quels sont aussi les acteurs au sein de la société libanaise qui ont joué un rôle d'importateurs et de transformateurs finalement de ces crises exogènes en enjeu sociétal au Liban et surtout concrètement comment ça se fait? Alors
c'est très important de parler de domestication parce que contrairement à une idée qu'on pourrait avoir, la réception de crises externes dans un espace local ne se fait pas de manière mécanique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a des orthodoxes qui se battent quelque part dans le monde qu'il y a mécaniquement des orthodoxes qui vont manifester une solidarité ou alors monter une stratégie pour être solidaires par rapport à leurs coreligionnaires lointains. La réception est toujours une réappropriation normative, c'est-à-dire qu'il y a toujours un travail qui est effectué au niveau local pour produire le sens qu'on veut produire par rapport à une crise exogène. À partir de là, le champ des stratégies, le champ des possibles est très vaste, c'est-à-dire qu'on peut manifester une solidarité, qu'on peut ne pas le faire, et on peut manifester la solidarité de manière très, très diverse. Et donc, les acteurs principaux qui ont entre guillemets, importé dans le débat local, insérer dans le débat local les crises exogènes sont essentiellement les acteurs identitaires libanais. Et pour des raisons qui tiennent à une quête de légitimité à renforcer, enfin, que ce soit les uns par rapport aux autres ou bien au sein même d'une communauté particulière donnée. Est-ce que tu peux creuser un peu plus ce sujet par rapport, je ne sais pas, en prenant par exemple la communauté orthodoxe au Liban, parce que visiblement, il n'y a pas non plus, comme tu disais, une solidarité forcément unie en fait de cette communauté. Je pense notamment aux positions qu'a pu prendre le métropolite Georges Roder, qui sont pas forcément sur la même ligne que le métropolite Elias Aoudé. Donc comment aussi ces conflits exogènes en fait se sont presque traduits en mini-conflits internes à certaines communautés confessionnelles au Liban et même au sein des dignitaires. Qu'est-ce qu'il y avait comme enjeu politique en fait derrière pour que des positions varient et parfois même aux antipodes. Enfin, je ne veux pas trop avancer, mais dans ton étude, notamment sur d'autres crises, et d'ailleurs aussi dans d'autres communautés musulmanes notamment, on voit parfois qu'il peut y avoir des grands clivages en fait entre le positionnement de certains acteurs religieux. Absolument. La réception est toujours à contextualiser, c'est-à-dire que pour étudier les réceptions de la guerre du Kosovo, par exemple, au Liban, au sein des milieux identitaires orthodoxes au Liban, il faut bien contextualiser le moment de la réception. Et si on fait attention à ce moment-là, c'était un moment marqué par ce qu'on a appelé au Liban l'ahbat chrétien, c'est-à-dire l'abattement chrétien ou le grand désarroi chrétien qui est né des désillusions des résultats de la guerre civile au Liban et qui ont un rapport avec l'hégémonie syrienne au Liban qui s'en est suivie et aussi les rapports avec, entre guillemets, l'islam libanais. Et alors qu'on pensait que l'ahbat était essentiellement un phénomène qui touchait des milieux maronites, on s'est rendu compte, et c'est ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les perceptions orthodoxes libanaises de la guerre du Kosovo, on a pu se rendre compte que l'ahbat affectait, au fait, aussi certains milieux orthodoxes libanais, et notamment donc l'évêque du Mont Liban, le métropolite Georges Roeder, qui, contrairement à d'autres évêques orthodoxes, s'est lui vraiment a exprimé sa solidarité envers la Serbie en tant que pays victime de l'OTAN, alors que d'autres dignitaires orthodoxes ont fait le choix du silence à ce sujet. Et pourquoi je dis que c'est important de contextualiser? Parce que les autres dignitaires orthodoxes, contrairement à Khadr, sont présents dans des régions chrétiennes majoritairement musulmanes. Donc, si on est dans une région chrétienne au Liban, on peut plus facilement exprimer, on va dire, entre guillemets, sa solidarité avec des Serbes.
que si on est évêque orthodoxe à Tripoli. Donc, c'est ça ce qui est intéressant au fait, à étudier dans ce genre de cas. Et pourquoi justement as-tu focalisé sur les dignitaires religieux? Parce que effectivement, tu le dis, il y a certainement eu d'autres acteurs qui auraient pu aussi endosser ce rôle d'importateur ou capteur de ces crises exogènes. Pourquoi as-tu estimé que les entrepreneurs identitaires et notamment donc les dignitaires religieux étaient les mieux placés pour endosser finalement ce rôle-là pour ton étude? Tout simplement parce qu'il y a en fait au Liban une crise simultanée de l'État et de la société civile. Et à partir de là, il faut considérer qu'il y a un boulevard pour les entrepreneurs identitaires pour déployer leur stratégie qui vise essentiellement à reproduire le paradigme identitaire dans le pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout croire que la société communautaire au Liban est quelque chose de naturel. C'est le fruit d'un travail qui est continu, qui est permanent, qui est parfois qui n'est pas très visible, mais qu'il faut démasquer. Et c'est le produit d'un travail qui est fait en fait en permanence pour la reproduction du paradigme identitaire dans le pays. Et c'est quelque chose qu'on peut très bien voir dans les processus de captation de crises exogènes. Et c'est des considérations qui sont liées donc, en fait, comment raffermir une légitimité, comment avoir le soutien d'une clientèle, comment avoir les faveurs d'une clientèle, comment instrumentaliser la peur de l'autre pour pouvoir justement favoriser l'embrigadement identitaire. Enfin, tout cela, les crises exogènes le permettent aisément, et c'est pour ça que ce sont des crises qui suscitent l'intérêt d'entrepreneurs identitaires au Liban. Alors, bien entendu, quand on a des acteurs identitaires qui sont en compétition à la fois à l'intérieur de leur communauté et à la fois vis-à-vis de leurs compères des autres communautés, on a des débats qui se créent dans l'espace public, des débats où la prééminence de la dimension identitaire est très fortement présente, et on aboutit à des configurations conflictuelles, comme pendant la guerre du Kosovo, ou consensuelles, comme par exemple pendant la guerre d'Irak. C'est-à-dire que il n'est pas du tout nécessaire, quand je disais que la réception n'était pas automatique, et là aussi c'est intéressant de mettre l'accent sur le fait que quand au Liban on perçoit une crise exogène, il n'est pas du tout nécessaire que ce soit perçu sous l'angle que ce soit importé de manière conflictuelle. Ça peut être reçu de manière consensuelle. Et donc, le résultat des débats entre acteurs identitaires aboutit à des configurations qui sont donc soit consensuelles, soit conflictuelles. Merci pour cette belle transition, puisque ça me permet justement de te poser une question sur le 11 septembre que tu as également étudié dans ta thèse. Et donc, celles et ceux qui ont lu ton livre vont pouvoir aussi lire l'étude que tu mènes sur cette crise. Et tu montres justement, et c'est très intéressant, comment cet événement a plutôt eu un effet positif au Liban, un effet sur la coexistence des différentes communautés. Et même le Hezbollah, et ça tu le montres aussi dans ton étude, a opéré ce que tu appelles un armistice identitaire. Comment tu expliques ça? Oui, c'est très intéressant à étudier parce que le 11 septembre a suscité un sursaut au Liban. C'est-à-dire que, là encore, il faut contextualiser le moment du 11 septembre au Liban. C'est-à-dire qu'on était en plein débat entre l'Église maronite qui commençait à réclamer le départ des troupes syriennes du Liban et le Hezbollah qui était en faveur du maintien de la présence de la Syrie au Liban. Donc, il y avait des tensions entre milieux identitaires maronites et chiites
bien sûr pour des raisons politiques et non pas pour des raisons religieuses. Mais toujours est-il que ces tensions existaient avant le 11 septembre, juste avant le 11 septembre. Quand le 11 septembre, quand les attentats ont fait irruption sur la scène internationale, au Liban, cela a créé un sursaut. C'est-à-dire que les acteurs en question se sont demandé, ils avaient le choix en fait entre continuer sur la voie des tensions locales, avec un contexte international qui risquait de basculer comme je l'ai déjà dit, dans une sorte de vision géoculturalisée des conflits, ou alors il fallait faire quelque chose pour essayer de calmer le jeu. Et effectivement, les acteurs concernés ont décidé de faire le choix d'une sorte d'armistice identitaire. C'est une formule de Bertrand Badi que j'emprunte. Justement pour essayer de mettre en avant que pour baisser les tensions qui étaient déjà très, très fortes dans le pays, on a décidé de mettre entre parenthèses le dissensus qui est toujours présent mais qui a été ramené à un niveau latent pour mettre l'accent sur le fait que le Liban est un pays de dialogue des cultures. D'ailleurs, il y a eu une profusion de rencontres sur le Liban comme laboratoire de dialogue des cultures après le 11 septembre. Donc, c'était très intéressant de voir le basculement thématique qui a pu provoquer le 11 septembre au Liban à ce niveau-là. Et pourquoi il y a eu un rapprochement à ce moment-là entre le Hezbollah et l'Église maronite? Parce que l'Église maronite a défendu le droit du Hezbollah à la résistance non seulement au Liban, mais aussi à l'échelle internationale, et notamment au Vatican. Donc, ça a été très bien perçu à ce moment-là par le Hezbollah. Et donc, l'Église maronite a pris cette position-là, alors même que aux États-Unis, bien entendu, le Hezbollah était catégorisé comme un parti terroriste. Donc, c'est pour ça que je dis que le 11 septembre au Liban a suscité un armistice identitaire parce qu'il a permis un basculement d'une phase de tension vers une phase d'accalmie, on va dire. Et tu analyses ça comment? C'est parce qu'il y a eu une peur du côté chrétien que cette lecture suite aux événements du 11 septembre pourrait s'importer en fait au Liban. Comment expliques-tu ce positionnement plutôt conciliant en fait Oui, ce n'était pas une peur particulièrement, on va dire, chrétienne. Je crois que c'était une peur qui concernait toute la scène libanaise. Aussi du côté musulman, qui a peur qu'il y ait des amalgames. Absolument, les amalgames qui étaient en train d'être faits sur la scène internationale entre musulmans et terroristes étaient quelque chose de complètement inacceptable et qui ne pouvait pas être accepté au Liban. Parce que je veux dire, toute la construction du Liban s'effriterait si ce genre d'amalgame pouvait avoir cours au Liban. Donc, à partir de là, je veux dire, il y a eu un rapprochement presque, comment dire, c'était la logique des choses que cela favorise un rapprochement au Liban, sinon ça aurait été un suicide collectif, je veux dire. Enfin, si tout le monde avait basculé dans la logique du choc de civilisation de Huntington à ce moment-là au Liban, on serait passé, je sais pas moi, dans une phase de guerre civile. Et c'est pour ça que la réception n'est pas mécanique, c'est toujours une construction. C'est-à-dire, on a le choix de construire la réception qu'on veut. Donc, on a parlé déjà un peu donc, de la communauté orthodoxe, on a passé aussi en revue un peu les chiites. Donc, peut-être un tour côté sunnite avec la réception notamment du choix américain finalement d'intervenir ensuite en Afghanistan et de se lancer dans cette guerre. Tu écris dans ton livre que c'est au sein de la communauté sunnite libanaise qu'on a pu constater tout d'un coup un anti-américanisme
confrontés, alors que côté communauté chiite, il y avait certains dignitaires qui appelaient plutôt à la rationalisation. Tu cites à plusieurs fois Fadlallah, qui dit justement il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre le peuple américain et l'administration américaine, alors que de l'autre côté sunnite, c'est l'embrasement général et un anti-américanisme qui monte et qui pousse même certaines tranches de cette communauté à la radicalisation. Oui, alors ce n'est pas à partir du 11 septembre qu'on constate cette montée de l'anti-américanisme au sein des milieux identitaires sunnites au Liban, c'est à la suite de l'invasion américaine de l'Afghanistan. Donc ça, c'est important déjà à dire. Et en effet, c'est quelque chose qui était très frappant parce que cela ne concernait pas uniquement des milieux islamistes sunnites au Liban, mais cela aussi affectait le genre de discours radicalisé anti-américain qu'on a vu au Liban après la guerre d'Afghanistan dans les milieux identitaires sunnites concernait aussi l'instance officielle de l'islam sunnite au Liban, qui est Dar al-Fatwa. Et ce qui a d'ailleurs nécessité une intervention du premier ministre libanais de l'époque, Rafiq Hariri, pour essayer de calmer les excès de certains dignitaires sunnites qui sont en général très loin des postures radicalisées. Et donc, c'était très intéressant à étudier parce qu'au même moment, comme tu dis, je veux dire, cette montée de l'anti-américanisme n'était pas perceptible dans les milieux identitaires chiites au Liban au même moment, alors que depuis au moins les années 80, par exemple, le Hezbollah se considère comme à l'avant-garde du monde musulman pour ce qui est de la critique des politiques d'Israël ou des États-Unis. Après la guerre d'Afghanistan, on a plutôt perçu une tendance à la rationalisation, aux tentatives de calmer un peu les ardeurs identitaires. Et bien sûr, cela n'est pas étranger au fait que l'Iran ne percevait pas d'un mauvais œil l'invasion américaine de l'Afghanistan parce que cela lui permettait de se débarrasser du régime des talibans. Donc, voilà. Tout est à contextualiser, encore une fois. Enfin, tout dépend du contexte. Tu parles aussi donc de la guerre d'Irak. Donc, je passe un peu rapidement en revue les 4 crises exogènes que tu traites parce que il y a un chapitre consacré à chaque crise, donc c'est vraiment un survol très rapide. Et je vous inviterai effectivement toutes et tous à lire et à décrypter l'analyse que tu nous proposes. Ce qui concerne la guerre d'Irak, je me permets de te citer, puisque tu ouvres le chapitre sur l'Irak en écrivant « L'Irak n'est ni le Kosovo, ni Manhattan, ni l'Afghanistan. Quelle que fût l'ampleur des captations que ces crises aient suscitées au Liban, l'Irak est trop proche pour ne pas constituer un cas à part. Selon un sondage publié par An-Nahar, seuls 3% des Libanais disaient être indifférents par rapport à la crise irakienne, 56% disaient être tristes et 38% en colère. Donc, en effet, il y a une proximité géographique entre l'Irak et le Liban, ce qui explique peut-être aussi une plus grande sensibilité des Libanais vis-à-vis de la situation irakienne. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est d'étudier cette quasi-unanimité en fait qu'on a vu apparaître au sein de la société libanaise vis-à-vis de l'interventionnisme américain en Irak, donc d'abord en Afghanistan, mais en Irak. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, en Afghanistan, au Liban, les positionnements n'étaient pas tout à fait les mêmes d'une communauté à l'autre, alors que dans le cas de la crise irakienne, on a vu apparaître une certaine unanimité entre toutes les communautés. Comment expliques-tu cela? Est-ce que cette unanimité affichée ne cache-t-elle pas quelque part aussi une stratégie qu'on n'apercevrait pas peut-être si on n'est pas un expert sur la question?
tout à fait. 97% des Libanais étaient contre la guerre d'Irak. Je crois qu'en termes d'unanimité, on peut difficilement faire mieux. Euh, pour moi, je crois qu'il n'est pas du tout exagéré de considérer que la guerre d'Irak était le moment qui avait marqué le plus large, qui avait suscité le plus large consensus sociétal au Liban dans la période de l'après-guerre civile. Si on accepte les campagnes militaires israéliennes et les guerres israéliennes contre le Liban. Donc, c'est vraiment un conflit qui est extrêmement intéressant à analyser. Enfin, les réceptions libanaises du conflit irakien sont extrêmement intéressantes à étudier. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas seulement un consensus intercommunautaire au Liban, c'était toute la société qui était contre la guerre, mais on ne peut pas non plus négliger l'impact du consensus interidentitaire au Liban sur le fait que, enfin, au niveau de la société et même au niveau de l'État, enfin, tout le monde était contre la guerre en Irak. À partir de là, il est intéressant de voir comment est-ce qu'un tel unanimisme a pu voir le jour. On est encore dans un pays qui est très marqué par les fractures de la guerre civile et de l'après-guerre civile. Et tout d'un coup, on a toute une société qui, à 97%, est d'accord pour dire non à quelque chose. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier. Comment on a pu aboutir à cela? Et en fait, c'est très intéressant de voir. On a pu aboutir à un consensus in fine, alors que les prémices de départ, enfin les stratégies des acteurs concernés en aval étaient très différentes les unes des autres. Si on prend les milieux identitaires sunnites, il y avait un consensus pour refuser la guerre d'Irak parce qu'on avait déjà peur, on voyait déjà que l'effet immédiat de cette guerre va être la mainmise iranienne sur l'Irak. Et donc ça, en milieu identitaire sunnite, on n'en voulait absolument pas parce que même si personne n'aimait Saddam Hussein, il y avait quand même les sunnites, entre guillemets, qui étaient au pouvoir en Irak. Et le fait d'avoir des chiites au pouvoir en Irak, ça basculait un peu toute la géopolitique régionale. Donc, en milieu identitaire sunnite et politique, d'ailleurs, on ne voulait pas. Si on prend les milieux identitaires chrétiens, on ne voulait pas de la guerre d'Irak parce que on ne voulait pas être assimilé aux néoconservateurs américains. On ne voulait pas être assimilé à la droite chrétienne américaine qui était un peu va-t-en-guerre à l'époque. Et pourquoi on ne voulait pas être assimilé à ça? Je parle des milieux identitaires chrétiens parce que tout simplement, ils vivent au Moyen-Orient et que ce serait complètement suicidaire de s'afficher pour, disons, des politiques aventuristes presque avec des connotations très fortes, anti-islam. Enfin, Bush a parlé de croisade, quoi. Enfin, faut pas oublier le contexte. Donc, en milieu identitaire chrétien, on était contre la guerre d'Irak, même si tout le monde pouvait être, si on faisait des calculs à long terme, pouvait être content du fait qu'une dictature chutait au Moyen-Orient et que ça allait sans doute ça répercutait négativement sur la Syrie. Et donc, tout ça pouvait favoriser, on va dire, les milieux souverainistes au Liban. Mais on pensait pas, on pensait surtout aux défis immédiats. Et si on prend les milieux identitaires chiites, on était contre la guerre d'Irak parce que, principalement pour sauvegarder la réputation du Hezbollah en tant que parti résistant dans le monde arabe. Il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, la guerre d'Irak suscitait un consensus énorme dans le monde arabe, même dans le monde arabo-musulman, pour bien entendu refuser cette guerre. Donc le Hezbollah qui se présente comme un parti résistant contre Israël et qui a intérêt à avoir le soutien de l'opinion publique arabe en général et musulmane
aussi ne pouvaient pas ne pas s'opposer, au moins verbalement, à la guerre en Irak, ce qui lui a d'ailleurs causé des problèmes avec des parties chiites irakiennes qui, elles, étaient plutôt en faveur de l'invasion américaine de l'Irak parce que leur priorité était de se débarrasser du Saddam Hussein. Donc là aussi, on peut voir à quel point c'est important de ne pas essentialiser une réception à partir d'une appartenance identitaire, parce que on peut être chiite au Liban et contre la guerre d'Irak, et on peut être chiite en Irak et être pour l'invasion américaine de l'Irak. Donc, tout est à contextualiser. Il ne faut jamais essentialiser des lectures qu'on peut faire de conflits, et il faut toujours être bien conscient de la très grande variété de stratégies identitaires possibles qu'on peut déployer. Alors, en te lisant, il y a plusieurs reprises qu'il y a un terme qui m'a effleuré l'esprit, c'est le terme de guerre de position qui nous vient de l'intellectuel marxiste Antonio Gramsci. Et cette guerre de position, selon Gramsci, il qualifie une lutte intellectuelle et culturelle dans laquelle l'acteur concerné crée une culture dont le système de valeurs s'oppose à l'hégémonie culturelle de la majorité. Alors, à plusieurs reprises, en te lisant, je me suis demandé si on pouvait, dans le cas libanais, parler de guerre de position de ces acteurs identitaires qui finalement tentent par l'importation, par la captation de crises exogènes, de chambouler un peu ce système hégémonique culturel qu'on peut avoir. Alors, la question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que cette analyse te semble correcte, ou est-ce que pour toi, le cas libanais est plus complexe que cela, puisque j'ai également dans mes propres recherches déjà eu affaire à des chercheurs qui me disaient mais non, c'est pas possible, on peut pas raisonner comme cela, parce que justement au Liban il n'y a aucune communauté qui domine l'autre, et c'est ça justement qui crée de la coexistence et qui fait que ça marche. Alors je te pose cette question à toi qui a quand même étudié ces acteurs identitaires. Alors je pense que guerre de position, enfin, ce ne serait pas très adéquat de l'utiliser pour décrire les réceptions identitaires libanaises de crises exogènes, parce que cela pourrait donner l'impression que la réception se fait toujours sur un mode conflictuel, alors que la réception peut aussi se faire sur un mode consensuel, comme on l'a vu surtout avec la guerre d'Irak. Donc, si on parle de guerre de position, je dirais que ça s'appliquerait surtout à une réception oppositionnelle d'une crise exogène. Enfin, dans mon livre, j'appelle ça une réception, une configuration agonistique, enfin, pour dire conflictuelle, et de type guerre du Kosovo. À ce moment-là, oui, on peut dire qu'il y a une lutte entre deux parties qu'il ne faut pas confondre avec des communautés prises dans leur ensemble, mais entre deux parties, je veux dire entre deux acteurs, plusieurs acteurs identitaires, sur l'imposition du sens que devrait avoir une crise exogène. Donc oui, ce serait valable, mais uniquement pour décrire les configurations conflictuelles et non pas les configurations consensuelles. Maintenant, je pense que ce serait un terme tout à fait valable pour décrire la lutte qui existe actuellement, en tout cas de manière très flagrante depuis la révolte libanaise de 2019, entre l'oligarchie au pouvoir et la société civile. Là, on est clairement dans une guerre de position, c'est-à-dire que c'est une lutte de sens, c'est une lutte symbolique et pas uniquement symbolique pour essayer d'imposer ses propres valeurs à l'autre camp. Et c'est une lutte qui est presque, je dirais, à mort. Je veux dire, c'est soit on a soit une classe politique qui va pouvoir prendre le dessus et donc pouvoir rester au pouvoir, soit société civile qui va pouvoir prendre le dessus et pouvoir ainsi assurer les conditions de sa survie.
Tu parles de société civile, donc ça me permet peut-être aussi de revenir un peu sur la question finalement de l'État libanais et la société civile dans son ensemble. Parce qu'effectivement, dans ton approche ou dans ton étude, tu focalises effectivement beaucoup sur les communautés, euh, peut-être un peu moins justement sur l'État et la société civile dans son ensemble. Et c'est peut-être aussi parce que l'État libanais est faible ou est, pour le dire avec plus d'appui, est quasiment absent. Et dans un entretien que tu as mené avec Joseph Maïla, ce dernier, il t'a dit d'ailleurs qu'au Liban, la catégorie, je le cite, la catégorie État est un objet inintéressant. C'est plus une résultante qu'un acteur. C'est une résultante de plusieurs pressions régionales, internationales, locales, qui fait que vous avez un État à telle ou telle configuration au Liban. L'État se trouve en aval des trajectoires stratégiques communautaires. On le retrouve au bout du processus. Est-ce que tu souscris à cette analyse? Est-ce que c'est la totale dispersion finalement du pouvoir qui empêche aussi l'émergence de l'État fort avec une politique étrangère propre qui supplanterait peut-être un peu ces stratégies paradiplomatiques que tu nous as décrites et parfois même paramilitaires, si on veut inclure ici le Hezbollah, des acteurs identitaires au Liban? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse de Joseph Maïla. Euh, L'État, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'analyse pas l'articulation entre les dynamiques libanaises et les dynamiques internationales par le biais étatique. C'est-à-dire que ce n'est pas en examinant la politique étrangère libanaise qu'on va comprendre les réceptions des guerres du Kosovo, du 11 septembre, d'Afghanistan et d'Irak au Liban. C'est à travers l'analyse des captations sociétales qu'on voit et qui malheureusement, je le dis malheureusement, là je prends un peu position, mais qui se font à travers un filtre identitaire. Euh, si on analysait ces conflits par le biais de la politique étrangère libanaise, on ne comprendrait pas grand-chose au pays, au fait. On- et, et, euh, et l'État, au fait, est un objet de lutte au Liban, comme dans beaucoup de pays, comme dans beaucoup d'États périphériques, on va dire, entre guillemets. C'est un objet de lutte entre divers groupes d'intérêts. Et tous ces groupes d'intérêts sont représentés au sein de l'État libanais, ce qui crée une cacophonie au niveau de la politique étrangère de l'État libanais. Donc, c'est très déroutant en fait de suivre la politique étrangère libanaise à ce niveau-là, parce que c'est, comme le dit Maël, c'est un État qui reflète des rapports de force qui ont lieu, on va dire, derrière par des acteurs qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Euh, donc, euh, donc oui, l'État est un. Je pense pas qu'on puisse analyser encore une fois les dynamiques internes, enfin les interactions entre le global et le local au Liban à travers le biais étatique. Il a raison quand il dit que c'est un objet inintéressant. Enfin, pour ne pas dire que c'est un non-objet au Liban. Pour ne pas dire que c'est un non-objet, enfin, on ne veut pas voilà. enterrer l'État libanais, mais en tout cas, dans la discipline des relations internationales, ce n'est pas un objet intéressant à étudier, et à juste titre. Enfin, euh, et d'ailleurs, je parlais de cacophonie. Si on peut prendre un exemple, par exemple, la crise qu'il y a eu entre le Liban et les pays du Golfe, surtout avec l'Arabie Saoudite. On a vu une position officielle libanaise qui disait que bon, on est pour Naïb Nafis, donc la distanciation par rapport aux conflits régionaux et tout. Et on a en même temps le Hezbollah qui prend des positions contre l'Arabie Saoudite et qui est représenté au sein du gouvernement. Donc quand je dis que c'est déroutant pour des pays, des puissances étrangères, comment voulez-vous qu'un pays puisse appréhender ce genre de comment dire de pays ventriloques quoi, au niveau de l'énonciation de la politique étrangère. On ne sait pas à quoi s'en tenir. Donc,
ce serait beaucoup plus clair pour analyser la politique étrangère du Liban de ne pas prendre le biais étatique comme référence, mais de prendre les positions des acteurs dominants dont font partie des acteurs identitaires. Et d'ailleurs, toute ton étude finalement tourne autour de deux concepts un peu centraux, qui est celui de la sensibilité d'un côté, donc la sensibilité des acteurs identitaires libanais aux crises exogènes et la manière dont ils les perçoivent et les importent, mais en même temps, et c'est le deuxième concept qu'on retrouve dans ton livre, c'est celui aussi de la vulnérabilité, c'est-à-dire c'est cette sensibilité finalement qu'ils ont vis-à-vis des crises exogènes qui les rend aussi vulnérables et qui les affaiblit peut-être aussi en même temps. Bon, pas forcément toujours, puisqu'on a vu aussi qu'il peut y avoir des moments d'unanimité qui peuvent surgir, mais pourquoi avoir choisi finalement cette dialectique-là entre sensibilité d'un côté et vulnérabilité de l'autre, plutôt que d'autres biais d'analyse en fait? Oui. Alors, en fait, je dois dire que lorsque j'ai commencé cette recherche, je n'avais pas d'idée toute faite au niveau de la question. C'est-à-dire que c'est en avançant que je me suis façonné donc cette approche. Et j'ai constaté qu'il y avait une responsabilité des acteurs identitaires libanais dans la crise de l'État au Liban, de manière irréfutable. C'est-à-dire que quand on a une telle prééminence, une telle préséance des acteurs identitaires dans un pays, ça ne peut qu'affaiblir l'État. Lorsqu'on importe, entre guillemets, que ce soit de manière conflictuelle ou consensuelle d'ailleurs, des crises exogènes dans le débat local à travers un prisme identitaire, on ne peut qu'affaiblir finalement les institutions de l'État, disons l'État comme concept général, comme concept rassembleur d'un peuple, parce que enfin voilà, ça me semblait assez clair. Et c'est ce que j'appelle la sensibilité libanaise, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité libanaise dans le sens où des acteurs identitaires sont capables de produire du sens et de reproduire le paradigme identitaire au Liban à travers leur réception de crises exogènes. Alors, il y a un autre niveau. On ne peut pas non plus imputer aux acteurs identitaires libanais exclusivement la responsabilité de la faiblesse de l'État au Liban. Et ça, je le montre dans le livre de manière assez claire en disant que comment est-ce qu'on peut voir au fait que le Liban est aussi surconditionné par son environnement régional et que ce n'est pas la faiblesse de l'État n'est pas seulement la résultante de la préséance d'acteurs identitaires. On peut le voir très clairement par les perceptions des acteurs identitaires en question, qui faisaient énormément de rapprochements et d'analogies de situation entre les crises du Kosovo, du 11 septembre, d'Afghanistan et d'Irak, avec la question de Palestine. C'est-à-dire que la question de Palestine avait une capacité évocatrice pour ces acteurs, et que ce soit des acteurs musulmans ou chrétiens. Je veux dire que les crises exogènes avaient une capacité évocatrice de la Palestine au niveau des perceptions de ces acteurs. Par exemple, si on prend le Kosovo, il y avait énormément de rapprochements qui étaient faits entre les réfugiés kosovars et les réfugiés palestiniens. Il y avait énormément de débats sur la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'on bombarde la Serbie alors qu'on ne bombarde pas Israël, alors que la Serbie, on bombarde la Serbie sans mandat du Conseil de sécurité, alors que l'Israël enfreint beaucoup de résolutions des Nations Unies. Pourquoi il y a ce deux poids, deux mesures? Donc, énormément de rapprochements sont faits avec la question palestinienne. Si on prend le 11 septembre, la réaction initiale a été de se dire, tiens, enfin, c'est sans doute lié à la question de Palestine. C'est peut-être des terroristes qui sont liés à la question de Palestine, avant qu'on se rende tous compte que, je parle des acteurs identitaires au Liban, que les instigateurs des attentats n'avaient rien à voir avec la question de Palestine, n'étaient pas palestiniens, et
et malgré les habillages discursifs d'Al-Qaïda à ce sujet. Si on prend l'Afghanistan, on a vu au Liban que les États-Unis regrettaient un peu le fait qu'ils se soient retirés de l'Asie centrale et donc d'avoir laissé l'Afghanistan en main des talibans, ce qui a favorisé au fait la montée des bases d'Al-Qaïda dans son pays, qui a finalement abouti aux attentats du 11 septembre. Donc il y avait tout un débat américain qui était bien perçu au Liban, qui était fait de regrets sur la façon dont stratégiquement les États-Unis se sont retirés d'Asie centrale. Mais il y avait aussi la question qui se posait, mais pourquoi est-ce que les États-Unis ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi en train de délaisser la résolution de la crise palestinienne depuis un demi-siècle, en fait. Donc, il y avait toujours des rapprochements avec la Palestine. Si on prend l'Irak, l'invasion de l'Irak a été rapprochée, donc l'occupation de l'Irak par les Américains a été rapprochée dans les imaginaires locaux au Liban, mais pas seulement qu'au Liban, à l'occupation persistante de territoires occupés par Israël. Donc, si on analyse les réceptions identitaires libanaises des 4 crises que je viens d'évoquer, elles ramenaient toutes, enfin, il y avait toujours un point commun qui ramenait à la Palestine. La Palestine avait une capacité, donc encore une fois, évocatrice exceptionnelle. À partir de là, je dis qu'on peut pas ne pas considérer que le conflit israélo-palestinien, enfin, on peut absolument considérer que le conflit israélo-palestinien est une crise structurante au Liban. Maintenant, bien entendu, ma thèse s'est arrêtée avec la crise irakienne, mais on pourrait dire la même chose de la Syrie, que c'est une crise structurante pour le Liban. On pourrait dire la même chose de beaucoup d'autres conflits régionaux. On peut même le dire pour l'Ukraine. Je veux dire, l'Ukraine est aussi une crise structurante pour le Liban. Vous allez me dire pourquoi, mais tout simplement parce que c'est une question qui touche à la sécurité humaine et que Bertrand Badi a très bien, à juste titre, évoqué cette question de la sécurité humaine. Le Liban importe 90% de ses céréales de Russie et d'Ukraine. C'est-à-dire qu'il risque de subir une crise alimentaire d'ici 2 mois s'il y a la guerre qui continue entre la Russie et l'Ukraine. Et s'il y a une crise alimentaire au Liban, on peut même évoquer peut-être des émeutes de la faim. Enfin, donc, ce que je veux dire, c'est que tout est lié, tous les conflits sont liés. Et qu'à partir de là, on ne peut pas décloisonner la résolution des conflits. Il faut absolument sortir des sentiers battus un peu de la diplomatie classique, essayer qui compartimente les dossiers à résoudre. C'est-à-dire, c'est comme il ne faut plus penser en termes qu'il y a un conflit israélo-palestinien qu'il faut résoudre, et puis un autre conflit irakien qu'il faut résoudre, un autre conflit syrien qu'il faut résoudre, un autre conflit ukrainien qu'il faut résoudre. Il faut voir ça de manière globale. Parce que tous les conflits sont interconnectés. Bon, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre à travers les réceptions libanaises, en fait. Justement, tu clôt finalement ton livre un peu avec les mots finalement de Bertrand, qui était donc ton directeur de thèse et qui dit justement qu'il faut agir sur les défauts d'intégration sociale mondiale si on veut éviter une nouvelle violence sociale au Liban, mais aussi dans toute la région. Donc, est-ce que tu considères, si on veut résumer un peu ton approche, que les réceptions identitaires et peut-être cette reproduction finalement du paradigme identitaire que font les acteurs libanais, les crises exogènes, fait partie ou constitue finalement cette intégration sociale mondiale de ces acteurs, à défaut d'avoir des institutions étatiques qui pourraient le faire à leur place? Oui, lorsque Bertrand Badi parle de défaut d'intégration mondiale et qu'il faut régler ce défaut d'intégration mondiale, enfin ça rejoint ce que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire que il faut sortir de l'illusion que la stabilité au Liban est possible si la stabilité de son environnement n'est pas assurée. Il y a beaucoup de débats actuellement au Liban. On parle beaucoup de la neutralité libanaise, que ce serait une solution pour se prémunir
des conflits régionaux. Je ne suis pas du tout convaincu par la pertinence de cette approche, non pas parce que la neutralité ne serait pas quelque chose de bien, mais tout simplement pour appliquer la neutralité, il faut déjà que tous les acteurs soient disposés à le faire. Et là, on voit très bien qu'on a un acteur prédominant comme le Hezbollah qui n'est pas du tout prédisposé à le faire. Donc, à partir de là, ce n'est pas la neutralité qui sera la solution pour le Liban. La solution pour le Liban, et malheureusement, ce sera une tâche très, très ardue, c'est la résolution de tous les conflits régionaux qui l'affectent. Et à condition qu'ils ne soient pas pris isolément, il faut les résoudre de manière globale, compréhensive. Et c'est la seule voie de salut, je dirais. Et donc, tu écartes aussi par là la thèse de tous celles et ceux qui défendent finalement l'idée qu'il faut un État fort au Liban pour redresser finalement tous les problèmes de ce pays. Je crois qu'un État fort au Liban ne suffira pas à prémunir le Liban des dangers auxquels il fait face justement à l'ampleur des conflits régionaux qu'il y a dans la région. Je ne vois pas comment le Liban peut être une sorte de havre de paix s'il y a le conflit palestinien qui n'est toujours pas résolu. Je ne vois pas comment il peut être un havre de paix s'il n'y a pas une solution à la crise en Syrie. Je ne vois pas comment il peut être un havre de paix s'il y a toujours des tensions persistantes entre l'Iran et les États-Unis. Je ne vois pas comment il peut être un havre de paix s'il y a toujours une crise en Irak. Je veux dire, un État fort au Liban ne résoudra pas ça. C'est sûr que ce sera, disons, une avancée qui ne sera pas à négliger, mais ce ne sera pas du tout suffisant. Je me permets de te poser une dernière question avant d'ouvrir au débat avec le public. J'invite aussi celles et ceux qui nous regardent sur Zoom de poser vos questions dans l'onglet Q&R que vous avez donc, sur l'application. Ma collègue va nous les transmettre. Alors, ma dernière question à toi, Ryan, concerne à nouveau les dires de Joseph Maïla, que tu as rencontré donc, à plusieurs reprises dans tes recherches, et donc tu as pu t'entretenir avec lui. Et donc, lors d'un entretien, ce dernier, il t'a dit que le Liban, c'est une métaphore, mais je vais quand même vous la lire, que le Liban, c'est comme un bateau qui tangue. Lorsqu'il tangue à gauche, vous allez à droite pour le redresser. On est face à des comportements réactifs et jamais d'initiative. Et il ajoute d'ailleurs qu'il refuse de considérer le communautarisme comme une pathologie, que c'est un système qui vaut ce qu'il vaut et qu'il a permis au Liban d'échapper finalement à l'autoritarisme. Donc, il a tenu ce discours, je tiens quand même à le rappeler, en 2004. Nous sommes aujourd'hui 18 années plus tard et je me demande, malheureusement, il n'est pas avec nous, mais je me demande que si ce bateau qui tangue n'est pas en train finalement déjà de couler et si les stratégies équilibristes que le Liban a réussi à mettre en place jusqu'à maintenant ne sont pas justement arrivées à bout. Quelle est ta lecture de la situation peut-être plus actuelle du Liban? Comment tu vois ça? Est-ce que ce redressement, cet équilibre est toujours maintenu ou est-ce qu'on est aujourd'hui face à une situation de non-retour finalement? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Joseph Maïla lorsqu'il dit que les acteurs identitaires au Liban n'ont pas de stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements réactifs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment d'alliance entre partis politiques au Liban. Il y a tout le temps des accords transactionnels sur telle ou telle question. Donc il n'y a pas vraiment d'alliance solide, claire. Tout est question de marchandage, en fait. Et donc ça participe à la crise de l'État au Liban, bien entendu. Par contre, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il refuse de considérer le communautarisme politique comme une pathologie. Je pense au contraire que la gouvernance confessionnelle est dysfonctionnelle et donc du coup est entre guillemets pathologique et que c'est une question qu'il faut absolument résoudre. Je crois qu'il est
enfin, pour moi, il me semble clair que le communautarisme politique sape les bases de la confiance sociale au Liban, parce qu'il pousse ses protagonistes à instrumentaliser la peur de l'autre pour asseoir leur propre légitimité. À partir de là, il est très difficile de bâtir une société, comment dire, qui tient ensemble, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Maintenant, on peut aussi considérer que le communautarisme politique est dysfonctionnel parce qu'il alimente, il favorise le clientélisme, il favorise la corruption, il favorise le blocage, il favorise l'impasse. Maintenant, la question qui se pose, enfin, pour moi, il est absolument nécessaire que le Liban se débarrasse de la gouvernance confessionnelle. Ça, pour moi, ça ne fait aucun doute. Par contre, la question qui se pose pour moi, c'est quand est-ce que le Liban peut se débarrasser d'un tel système. Il me paraît évident à l'heure actuelle que la question urgente qui se pose au Liban, c'est celle du redressement économique et non pas celle d'un changement de système. Et je comprends aussi les craintes que peuvent avoir beaucoup d'observateurs au Liban sur la question du changement de système au moment où le Hezbollah est un parti hyper confessionnaliste. Donc, comment abolir le confessionnalisme politique à un moment où le parti prédominant dans le pays est un parti hyper confessionnel. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut se débarrasser de ce système, mais je comprends le débat sur disons, le timing adéquat pour se débarrasser de ce système. Et pour moi, au moment où on parle actuellement, je ne crois pas que ce soit malheureusement le bon moment, enfin la bonne question qui se pose actuellement tout de suite. Enfin, c'est malheureusement. Oui, c'est beaucoup de travail, je pense, qui nous attend encore. Et donc, c'est un dossier, je pense, à suivre dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Ryan, pour ta présentation. S'il y a des questions, je suis prête, nous sommes prêtes à les prendre, y compris donc, dans la salle et sur Zoom. Merci beaucoup, Ryan. Tu as évoqué au début de ta conférence la non-relation entre l'appartenance religieuse de certaines communautés libanaises et les conflits qui se déroulent, que ce soit au Kosovo, en Serbie ou ailleurs. Pourtant, au début de la guerre civile libanaise, on a vu un départ massif de jeunes chrétiens, notamment du nord-est de la Syrie, c'est-à-dire des Assyriens, des Syriaques, pour se joindre aux forces libanaises, précisément, sur des bases proprement religieuses. Il n'y avait pas à l'époque ni argent, ni intérêt quelconque, à part l'appartenance religieuse. Et d'après les récits, c'était les combattants les plus rudes, les plus violents, qui ont commis des massacres atroces. Comment tu fais cette distinction entre les deux choses? Oui. Alors, je ne dis pas du tout que la mobilisation identitaire ne peut pas mener à des manifestations de solidarité transnationale sur des bases identitaires. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas mécanique, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui mobilisent dans ce sens. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et c'est très facile à prouver. C'est-à-dire, si je prends par exemple la guerre d'Irak, la guerre d'Irak a suscité un mouvement djihadiste. Enfin, il y a eu beaucoup de volontaires djihadistes du monde arabe et même au-delà, enfin, qui voulaient se battre en Irak pour s'opposer à l'invasion américaine. Qui passait par la Syrie. Qui passait par la Syrie. Des services de renseignement. Tout à fait. Bon. Il est clair qu'il y avait des acteurs qui mobilisaient dans ce sens. Ce n'est pas bon. Je conçois aussi qu'il y avait des décisions personnelles,
mais on a aussi prouvé qu'il y avait notamment la Syrie qui a encouragé certains milieux à notamment faciliter le passage des frontières. Donc, il y a des acteurs qui mobilisent en ce sens. C'est ça ce que je dis. Et il n'est pas du tout automatique, il n'est pas du tout nécessaire que, par exemple, un acteur islamiste sunnite au Liban, ce n'est pas du tout nécessaire qu'il mobilise, on va dire, en faveur d'un mouvement de djihad en Irak auprès de ses propres partisans au Liban. Et d'ailleurs, on l'a vu au Liban. Si on prend un parti comme Jama'a al-Islamiyya, qui est proche des frères musulmans au Liban, pendant la guerre d'Irak, ce parti a prôné un djihad civil et non pas militaire contre les Irakiens. C'est-à-dire qu'il fallait montrer sa solidarité aux Irakiens par l'aide humanitaire, enfin par des appels téléphoniques, mais même pour remonter le moral des Irakiens. Ils avaient clairement déployé cette stratégie-là et affiché cette stratégie-là. Alors que d'autres partis dans d'autres pays avaient plutôt appelé au djihad contre les Américains en Irak. Donc, et tout cela, au fait, est à contextualiser. Pourquoi est-ce que la Jama'a Islamiyya, à ce moment-là, a prôné cette stratégie plutôt que le djihad armé, par exemple? Et là, on peut expliquer. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait encore la Syrie qui est au Liban. Et la Jama'a Islamiyya, qui est proche donc des frères musulmans, avait plutôt une stratégie de présentation de soi favorable. Ne voulait pas être catégorisé parmi les partis radicaux, islamistes, sunnites radicaux. Donc, pour faire cette présentation de soi favorable, on va dire, ils ont prôné un djihad civil. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien qui détermine les stratégies que ces acteurs prennent. Je veux dire, ils sont tout à fait capables de prendre des stratégies différentes selon le contexte dans lequel ils sont et dépendamment des stratégies des acteurs, enfin, de leur mobilisation. Il n'y a rien de mécanique, en fait. C'est ça ce que je veux dire. Oui, c'est ce que dit Bertrand aussi, c'est-à-dire que ça dépend de l'intérêt du moment, du désir du moment aussi, et du contexte local et international dans lequel il s'en sert au moment où les événements se passent. Et les stratégies identitaires sont très malléables, c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver des justifications, par exemple dans des textes religieux, pour prôner cette stratégie plutôt qu'une autre. À partir de là, le choix des stratégies est multiple et varié et presque infini. Une question aussi au fond de la salle. Merci Madame pour cette excellente heure de discussion. Je voudrais revenir à cette question d'État, cet État irrelevant, cet État qui a perdu beaucoup de sens, mais aussi cet État sur lequel on revient toujours comme porte d'entrée pour une ouverture vers le futur. Et ce n'est pas peut-être seulement le cas du Liban, mais c'est aussi peut-être le cas des autres pays autour du Liban. C'est intéressant de voir quelle relation aussi, quel rapport le fait d'avoir ou non des États faibles ou des États forts dans le sens d'un État qui sert ses citoyens à ses objets. Et donc, je voulais entendre plus ton sentiment sur cette question, ce que tu vois, ce que tu verras, parce que je suis d'accord avec toi, clairement, ce qu'il y a à faire dans le futur, c'est le redressement économique, mais qui et comment, pas seulement dans le pays, mais aussi en Irak, en Syrie, et là, on voit la crise vraiment d'avancée. Et puis juste une petite ouverture sur quelque chose que tu as dit, j'ai entendu sur le réseau, sur les acteurs identitaires, quand tu as dit qu'au fait, ils ont besoin de tout le temps nourrir ce professionnalisme. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est si on ne le nourrit pas, on peut tarir? Absolument, absolument. Et au fait, c'est ça ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est-à-dire que c'est
La société communautaire au Liban n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas, je veux dire, le Liban, association de minorités confessionnelles, n'est pas quelque chose de naturel consubstantiel au pays. Ce n'est pas ontologiquement une question qui détermine le visage du Liban. Le visage du Liban est le résultat d'un activisme d'entrepreneurs qui œuvrent dans ce sens. Et ce qu'on voit, c'est la résultante, en fait. Ce n'est pas un état naturel, de fait. Et on peut changer ce visage. Et c'est pour ça que, à mon avis, la lutte que mène la société civile au Liban est très importante, parce que on a vu, surtout après la révolte de 2019, un discours qui est nouveau au Liban, qui est celui du dépassement des logiques communautaires. Et c'est pour ça que je parle de lutte entre donc, cette logique et la logique de la gouvernance confessionnelle qui existe actuellement dans le pays. Et pour moi, il est évident que l'avenir du Liban et la survie du Liban passe par une victoire de ces acteurs qui ne pensent plus en termes identitaires, mais qui pensent en termes d'intérêt collectif et intérêt général, en intérêt des citoyens, on va dire. Et c'est pour ça que je pense que c'est une lutte existentielle presque. Ce sera soit la classe politique actuelle qui instrumentalise au fait les allégeances identitaires pour faire son propre intérêt. C'est une lutte entre cette classe politique et la société civile qui pense, on va dire, de manière, entre guillemets, qui pense de manière moderne, qui pense en termes de on veut un État fonctionnel, on veut un État qui rende des comptes, on veut un État qui assure des services pour les citoyens, on veut un État qui assure de l'emploi pour les jeunes, on veut un État qui est tout simplement fonctionnel. Et à ce niveau-là, oui, c'est une lutte déterminante pour le Liban, même si, à mon avis, si on arrive à atteindre ce genre d'objectif, ce ne sera pas suffisant pour prémunir le Liban de tous les dangers qu'il y a dans la région. C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais c'est absolument une lutte fondamentale sur le plan interne pour l'avancée du Liban. Donc, un État fort dans le sens où un État débarrassé des marchands identitaires, quoi. Et peut-être aussi pardon, je me permets, Ryan, mais peut-être aussi un État débarrassé de ce qu'a appelé le rapport du programme de développement des Nations Unies, de la peur, en fait, de la peur, c'est-à-dire la sécurité humaine. Ça revient quand même peut-être aussi comme un point central à la réflexion, c'est-à-dire tant qu'il y a cette peur-là, je ne sais pas, d'une sécurité politique, culturelle, environnementale et plein d'autres qui vont se rajouter, effectivement, les acteurs identitaires que tu cites vont toujours pouvoir mobiliser confessionnellement les uns contre les autres. Donc, je ne sais pas quelle est vraiment la clé d'entrée. Est-ce que c'est vraiment l'État ou est-ce que c'est pas justement la sécurité humaine qu'il faudrait peut-être penser en premier pour pouvoir ensuite établir des institutions étatiques stables finalement? Absolument, la sécurité humaine est absolument fondamentale, c'est-à-dire au lieu de focaliser, si on regarde les journaux, la télévision libanaise, on a l'impression que c'est une lutte entre des discours identitaires opposés, on a l'impression que tout tourne autour de ça. Mais au fait, on est en train d'occulter les vrais problèmes dans le pays. C'est-à-dire que les vrais problèmes dans le pays, ce n'est pas les questions de vivre ensemble avec l'autre. Les vrais problèmes dans le pays, c'est comment est-ce que on peut faire face à la crise économique, quelles sont les solutions, ce genre de questions-là. Le problème de l'environnement, le problème de l'écologie, le problème
de l'affairisme, le problème de la corruption. C'est ça les problèmes fondamentaux du pays. Ce sont pas les... Et bien sûr, vu que la classe politique est complètement incompétente et irresponsable à ce sujet-là, et même criminelle, bien sûr qu'ils ont intérêt à occulter ce débat-là pour mettre l'accent sur on défend vos intérêts contre l'autre qui veut venir. Enfin, on instrumentalise les peurs de l'autre, quoi, tout simplement, comme un écran pour occulter les vrais problèmes qui ne sont pas en train d'être résolus. Et de toute façon, leur fonds de commerce, c'est ça. C'est-à-dire que le Liban ne pourra pas se redresser tant qu'il y aura cette logique qui prédomine au sein de l'État libanais, c'est-à-dire une logique de répartition communautariste du pouvoir. Parce que ce n'est pas une logique qui permet qui favorise la prise de décision pour régler les problèmes. C'est uniquement une politique de partage du fromage ou du gâteau, quoi. Ça ne mène nulle part, en fait. Ça mène à l'impasse, et d'ailleurs, on le voit malheureusement sous nos yeux. J'aurais une toute dernière question pour toi, Ryan. C'est plus méthodologie, parce que tu as effectivement travaillé, et on le voit beaucoup à partir d'entretiens, beaucoup aussi à partir de la littérature existante, mais tu as aussi épluché pas mal les archives de An-Nahar. Et donc, la question que je me suis posée en te lisant, c'est finalement quel rôle jouent aussi les médias au Liban dans cette importation finalement des crises exogènes, puisque on le sait très bien, au Liban, chaque communauté a sa chaîne de télévision, les journaux sont aussi confessionnellement plutôt orientés. Donc, quel est aussi peut-être leur rôle dans l'importation de ces crises exogènes, et peut-être ne joue-t-il pas justement ce rôle de transmetteur de l'espace public, comme l'imagine un Jürgen Habermas, par exemple, ce relais entre le peuple et l'État. Oui, en effet, je veux dire, la réception ne peut pas se faire sans le biais des médias à la base. C'est-à-dire qu'on reçoit il y a une réception interne d'une crise externe par le biais des médias. C'est sûr que c'est un niveau qui est presque incontournable. Pas seulement les médias libanais, mais aussi les médias internationaux. Mais ce qui est intéressant à analyser au Liban, c'est que les acteurs identitaires qui font la réception de ces crises-là et qui l'insèrent dans l'espace public choisissent eux-mêmes les médias qu'ils veulent entendre, en fait. Et ça, on l'a vu, par exemple, dans les milieux orthodoxes, identitaires orthodoxes au Liban pour la guerre du Kosovo, alors que les médias internationaux, on va dire les grandes chaînes de télévision américaines, mais même les chaînes européennes, ou les médias européens, en général, disons, avaient une approche favorable à la guerre du Kosovo. Donc ça ne pouvait pas, ça ne peut pas plaire à des acteurs qui, eux, ressentent une solidarité vis-à-vis de coreligionnaires qui subissent une attaque de l'OTAN, quoi. Donc, ils vont chercher les médias qui le confortent dans leur propre vision des choses. Donc, oui, les médias sont importants parce qu'on peut, à travers eux, voir des images des conflits, et on peut... mais ils ne jouent pas un rôle déterminant, je veux dire, dans la fabrique des perceptions des acteurs en question, parce que ils ont toujours la capacité d'aller chercher le média qui est sur la même longueur d'onde que leurs propres idées, et qui finalement de leurs propres émotions, mais aussi de leur propre sensibilité. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il y a une question de Zoom, peut-être. Oui. Oui, il y a une question de Zoom, j'en ai une. D'accord, très bien. Alors, une question de Madame Hamida Bouazi. Actuellement, le Liban est dans un état d'effondrement institutionnel. Quel sera l'avenir des jeunes face à ce chaos, d'après vous?
Alors, c'est une question très importante et malheureusement, au Liban, actuellement, on est en train d'assister à ce qu'on peut appeler une fuite des cerveaux, entre guillemets, mais une fuite généralisée, on va dire, de tous les jeunes du pays. Et ce qui pose à terme la question de la survie du Liban, parce que si un pays est vidé de sa jeunesse, il est vidé de sa capacité de produire le changement, en fait, tout simplement. Et le Liban a désespérément besoin de cette force de changement dans le pays. Donc, c'est en effet une question existentielle pour le pays et malheureusement, la réalité nous pousse au pessimisme, en fait, quand on voit les chiffres quand on voit l'ampleur du phénomène d'émigration des jeunes, qui est un phénomène massif. C'est-à-dire qui a toujours été présent, mais qui prend une ampleur, je veux dire, qui est sans précédent à l'heure actuelle. C'est-à-dire que d'abord, il y a quelques années, les jeunes quittaient le pays, on va dire, après avoir fait quelques années universitaires au Liban. Actuellement, ils sont en train de quitter le pays alors qu'ils sont encore à l'école. Donc, parce que leurs parents décident d'émigrer. Ça montre, et quand on a un pays qui se vide de ses forces vives, on peut se poser des questions à juste titre sur son avenir. Malheureusement, c'est la réalité et on ne peut pas l'occulter et dresser un tableau joyeux alors que ça va mal, quoi. Oui, j'ai une autre question. Dans votre analyse, vous montrez, vous avez parlé là pendant longtemps de la réception de ces crises exogènes dans la société en tout cas libanaise et sur la politique libanaise. Mais quel est en fait l'impact? J'ai du mal, par exemple, d'imaginer en dehors du positionnement par rapport à ces crises qui se passent en dehors des frontières libanaises, le positionnement par rapport à la crise en Irak, au 11 septembre, etc., que peut avoir la société ou la politique libanaise, quel serait l'impact dans la politique intérieure, par exemple au Liban, ou dans l'économie libanaise? Comment, par exemple, une crise telle que celle du Kosovo peut avoir un impact? On a du mal un peu à l'imaginer, autant pour l'Irak, on peut le voir, mais dans du positionnement externe, comment on peut le... Oui. Est-ce que vous l'analysez aussi Oui, absolument. dans votre ouvrage? Absolument. Alors, il y a bien entendu un impact au niveau de la reproduction du paradigme identitaire dont j'ai déjà parlé. Mais bon, ces acteurs-là n'ont pas besoin de crise exogène pour reproduire le paradigme identitaire, mais c'est quand même un matériau très intéressant pour eux à utiliser. Maintenant, le Kosovo, le 11 septembre, l'Afghanistan n'ont pas eu un impact structurel au Liban. Mais l'Irak, oui. C'est-à-dire que l'invasion américaine de l'Irak a produit un impact structurel au Liban parce que il a favorisé in fine la montée des pressions américaines sur la Syrie pour que la Syrie se retire du Liban. On peut considérer que le retrait militaire syrien du Liban en 2005 résulte un peu du séisme qu'a constitué l'invasion américaine de l'Irak. C'est sûr qu'on peut faire ce lien-là. Parce que la Syrie, à ce moment-là, vu qu'elle s'est opposée à la guerre américaine en Irak, s'est attiré les foudres des États-Unis. Et c'est à partir de là aussi qu'il y a eu la résolution 1559 qui a demandé le retrait des forces syriennes du Liban. Enfin, tout ça, c'est lié à l'Irak. Donc, l'Irak a eu un impact structurel sur le Liban. Et je pense quand même les autres crises, et ça, effectivement, je le répète, on a juste survolé très rapidement les 4 crises exogènes que tu étudies, parce que ce sont des chapitres entiers qui sont consacrés à cela. Mais chacune de ces crises a eu un retentissement aussi à l'échelle nationale, parce que les acteurs se sont justement positionnés d'une certaine manière
pour apaiser, soit apaiser les tensions, soit les faire monter, parce que c'était dans leur intérêt à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire sur ce sujet. Encore une fois, je vous invite tout simplement à vous procurer le livre de Ryan, Regard libanais sur la turbulence du monde, si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. Merci beaucoup, Ryan, d'avoir été des nôtres ce soir et de présenter ton regard sur la situation libanaise. Un regard, je dirais, courageux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Libanais qui ont cette approche vraiment très critique aujourd'hui du système libanais et qui vont jusqu'à dire que l'État libanais n'existe pas ou est quasi absent et qu'il faut justement mettre fin à ce confessionnalisme. Donc, merci de nous l'avoir partagé. Pour celles et ceux qui ont envie de nous suivre la semaine prochaine, on reste toujours au Liban, donc on n'a pas envie de quitter ce pays malgré la situation désastreuse qu'il connaît actuellement. Donc le 24 mars, c'est un jeudi et non pas un mardi exceptionnellement. Vous pouvez nous retrouver à 18h30 pour une projection débat du film documentaire Territoire d'exil de Rouba Katbe et de Hania Khouri, qui est suivi ensuite d'un débat avec le géographe Eric Verdeil de Sciences Po, qui vient donc discuter ce film documentaire. Et donc, évidemment, comme c'est une projection, on est évidemment en présentiel, elle ne sera pas transmise en direct, donc nous vous invitons à vous déplacer. Merci beaucoup de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci au CAREP pour m'avoir invité et puis en général pour la qualité de sa contribution en faveur de la recherche qui est en lien avec le monde arabe et qui est très, très nécessaire, je dirais, à l'heure actuelle. Et merci beaucoup au CAREP. Merci à toi, Ryan. Et merci à vous de vous avoir déplacé.